le dépaysement garanti. Blogueirinho direto da França. Avec quel O negócio hoje é internacional. Para isso. Tá, né? Nicolas, salut, ben, merci pour ta présence. Salut Pascal. Voilà, tout le monde connaît le lama Nicolas. Poulbo. Donc, le Poulbo en tibétain, c'est un poignard, hein, c'est celui qui sait trancher. Hein. Alors, ta spécialité, Nicolas, pour te présenter un peu à ceux qui ne te connaissent pas, c'est le travail sur les trames en réalité. Ouais, le travail sur l'alchimie traditionnelle au travers un soin qui s'appelle la trame. Ouais. Alors là, on va dans le mémorial, on va dans l'ancestral hein, pour trancher. Ah bah là, il faut trancher, ouais. Ouais. Et des fois, ça demande un certain effort pendant le soin que la personne reçoit et pendant l'acte du soin. Et quand on met souvent les pieds comme ça dans le préternaturel, le mémorial, c'est important d'avoir une hygiène de vie carrée. À 21 ans, j'avais pas une hygiène de vie carrée, ce qui fait que j'ai fini à l'hôpital. Hein. J'étais pas bien du tout. Psychiatrique, ouais, pendant 2 mois. J'étais dans la marine nationale à l'époque, hein, j'étais sous contrat, donc j'avais déjà aussi une activité professionnelle qui n'était pas liée, pas très nette en fait, liée au système. Système colonial. Ouais, système colonial, système de violence, côté un peu Hadès, porte des enfers. Lobby militaro-industriel au service de la finance. Quoi. Ouais, c'était ça. Et puis j'ai commencé à me réveiller un peu à 21 ans. J'avais eu des problèmes de santé à 17, à l'adolescence, une petite crise d'adolescence. Puis à 21 ans, quand j'étais dans la marine, là, je me suis réveillé, je me suis dit, merde, mes responsabilités, elles sont pas cohérentes avec mon cœur, ce que je vis émotionnellement. Qu'est-ce qui a fait que je sais un petit peu ton parcours, mais tu t'es désocialisé en réalité avec des usages de drogue, tu été en décrochage scolaire, puis ta famille t'a mis la pression pour aller dans l'armée en fait. Ouais, à 17 ans, il y avait eu. Je fumais du cannabis, hein, je vivais en banlieue parisienne. C'était pour fuir un peu la souffrance qui se vit en banlieue, des émotions profondes comme ça qui venaient de la lignée familiale, qui n'étaient pas gérées à la petite enfance. Sensation, voilà. Le côté très instinctif, hein, je suis bélier ascendant balance, hein, dans mon côté tropical, astrologie basique. Voilà, on le voit bien sur le tableau à Nicolas, il souffrait corporellement de sa situation en banlieue parisienne, puis il avait des sensations très négatives, et puis ça a déclenché chez lui un instinct autodestructeur, et donc il s'est mis à prendre des drogues pour échapper à ce mécanisme d'enfermement dans la famille, et d'enfermement dans les sensations mauvaises, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc pour sortir de ce côté souffrance, à l'hôpital, j'ai pas eu le choix de jouer le jeu. Hein, au bout d'un mois, on me disait soit tu prends un traitement à vie, soit tu restes à l'hôpital. J'ai fait au bout d'un mois, je voulais pas prendre de traitement et puis ils m'ont mis 1 mois de plus. Ce qui fait que au 2e mois, j'ai joué le jeu. J'ai rassuré la famille, j'ai rassuré les médecins et je leur ai dit oui, je vais prendre le traitement, je vais tout faire comme ils voulaient que je fasse. Puis intérieurement, il y avait une autre voix. Sieg Heil. Ouais, voilà. Donc pour sortir du camp de concentration chimique, j'ai joué le jeu d'une certaine apparence qu'on voulait que je me voie. Et puis intérieurement, je me suis dit, non, ce qui va m'aider, c'est le côté créatif, parce que je suis un artiste dans l'âme. C'est mon côté, voilà. En fait, tu étais un artiste de rue, en plus, tu étais un clown. Ouais, voilà, un clown magicien, de rue. prestidigitateur, acrobate, funambule. Donc voilà, passionné par les arts du cirque, hein, c'était pas mon métier, j'étais dans l'armée. Mais j'avais ce rêve de manifester, ce rêve dans le monde civil. Et puis ça m'a sauvé, hein, ça m'a fait garder mon cœur en vibration par rapport à tous les produits qu'on me mettait dans le sang pour maintenir mes émotions étouffées. Une camisole chimique, quoi. Et pour sortir de cette camisole chimique, je me suis mis à faire du sport à fond à l'hôpital. Voilà, j'ai même une petite copine dans l'hôpital histoire d'avoir
une expérience pour sortir un peu de cet isolement que les médecins créaient, même si elle était folle et que je rencontrais des fous. Je trouvais qu'ils avaient un Enfin, aspect... des gens que la société déclare fous. Oui, voilà, déclarés fous. Mm. Je trouvais qu'ils avaient un aspect gentil et spontané beaucoup plus authentique que les médecins qui voulaient gérer ma folie, ou notre folie dans ce centre Ou ta hospitalier. soi-disant folie. Ouais, soi-disant folie. Et, et ce qui fait que je suis sorti de là au bout de 2 mois. Et puis, heureusement, c'était en vivant une séance de sophrologie à l'hôpital. Ce qui m'a fait un déclic, en fait, un aspect lumineux. Premier état d'éveil dans cet hôpital. Je me suis dit que je pouvais vivre un état de conscience modifié sans prendre de drogue, hein, sans fumer de cannabis ou prendre des drogues de rêve que je prenais en rêve party à l'époque. Et puis deuxième élément, c'est ma famille, côté maternel, qui est venue me voir. Et là, j'ai senti comme une forme d'exorcisme. J'avais pas le terme à l'époque pour le dire, mais c'est par l'amour de ma grand-mère et mon grand-père à côté de mon lit d'hôpital qui m'ont senti cet amour familial qui voulait vraiment m'aider. Et là, ça m'a rassuré parce que dans le fond, je pensais qu'ils m'aimaient pas. C'était mon mental qui me jouait des tours. Et ça m'a donné la force intérieure d'écouter cette voix qui me disait de ne pas rester dans ce contexte. En fait, tu avais l'impression qu'ils t'aimaient pas, mais c'est qu'ils t'aimaient juste pas bien, quoi. Pas comme il faut. Ouais, Pas selon tes attentes. j'avais une perception, mais Perception. j'étais pas forcément dans la compréhension de ce que c'était l'amour, hein. C'était un peu le rêve américain qu'on voit à Hollywood, quoi. Voilà. Hollywood Chewing-Gum, comme dirait un de mes amis. Donc je suis sorti de ce côté-là au bout de 2 mois. Je me suis formé à la sophrologie caïcédienne pendant 2 ans. Donc j'ai vécu des expériences pendant la méditation de sophrologie. Et puis en parallèle, je me suis mis à faire du yoga d'un petit livre que j'avais eu par ma mère qui s'appelle Les 5 Tibétains. Et puis ça m'a mis... Qui a rien de tibétain, d'ailleurs. Qui n'a rien de tibétain, voilà. J'ai appris bien plus tard. Et donc, ça c'était une première expérience. Et puis, toutes ces expériences, quand j'étais à l'hôpital, je vivais vraiment un côté instinctif du prétère naturel qui remontait à la surface, en vivant des émotions profondes, des mémoires qui remontaient comme ça, comme des bulles, dans mes sensations que je ne pouvais pas décrire parce qu'il n'y avait pas d'initié qui m'expliquait. Donc il y avait des bulles de mémoire en fait qui remontaient à la surface comme du fond d'un verre de champagne. Et les bulles elles viennent on ne sait pas d'où, hein, du fond du verre de champagne. Ouais. Et là c'était des mémoires qui venaient, qui éclataient à la surface de ta conscience en portant des informations. Ouais, des informations, comme je voyais des choses, j'entendais des choses, hein, ça émanait des personnes autour de moi. Et quand je leur disais ça, ils avaient des réactions violentes. D'ailleurs, à un moment, ils sont venus à plusieurs, j'ai des mémoires martiales qui sont remontées, ils ont eu du mal à me maîtriser. Et j'ai exploré cette voie des ancêtres à cette époque dans des rêves éveillés. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait tourner un peu en rond pendant 1 mois à l'hôpital, que j'avais aucun repère. C'était une descente aux enfers. Ouais, un peu l'histoire de Dante qui va profondément. C'est dantesque. Ouais, voilà. Et pour en sortir, c'est cette petite lumière du haut là qui. Ça venait de mon grand-père d'ailleurs à un moment quand j'étais allongé qui m'a dit Nicolas, il temps que tu positives. C'était comme une étincelle et ma grand-mère à côté m'a donné aussi. Ah, c'est une le force. grand-père qui était ingénieur chez Thomson dans le domaine des radars et tout. Ouais. Dans les débuts de la téléphonie mobile, bravo. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai un côté de ma famille qui a participé à un système psychotronique, la création du système psychotronique. Et puis ma grand-mère qui a tiré les cartes toute sa vie, qui voit bien aussi dans le prétère naturel, et, bon, qui a aidé beaucoup de gens quand même à sortir un peu de ce côté-là, de cet enfermement. Donc ça c'est ma famille qui m'a transmis, ce niveau ancestral qui me transmettait mon côté pour développer un instinct. Et puis cette descente aux enfers m'a permis de voir des structures, des arcanes de ces enfers. Donc ça, j'ai voulu comprendre après mes 21 ans tout ce que j'avais vécu. Hein. J'en ai pleuré pendant des jours, j'en ai souffert pendant des mois. Pendant 1 an, j'étais un vrai zombie sous effets chimiques. J'ai mis 6 mois à me sortir des traitements. Et puis 1 an à retrouver un aspect social, émotionnel construit. Donc mon ego, je le connaissais un peu mieux, mais en tout cas les réactions de souffrance. Et par le yoga, par la sophrologie, j'ai commencé à me sortir un peu du côté sensitif et instinctif et à moins
fumais, hein, je fumais de temps en temps, je buvais un peu d'alcool, mais j'étais devenu hypersensible. Et cette hypersensibilité, en fait, c'était un éveil de mon côté émotionnel spirituel que j'ai réalisé après plus tard. Et ce côté émotionnel, je voulais le comprendre, cet haut émotionnel où je commençais à faire des spectacles de rue construits, structurés, où j'ai rencontré des écoles de cirque, où je travaillais avec. Et puis mes pensées commençaient à se développer d'une façon intuitive avec le yoga. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher un peu un domaine initiatique. Et j'ai rencontré des druides, je suis rentré chez Rose-Croix de la Morque, après avoir fait des expériences de radisthésie dans le préternaturel, où mon compteur électrique a pris feu. Donc... C'est pas forcément négatif d'aller dans le préternaturel, mais il faut faire très attention. Ouais, c'est ça. Quand ça a pris feu, je me suis dit merde. T'as vu, faut le compteur. Voilà. T'as dit ton compte est bon, Fortuné Sarfati. Exact. Et donc, j'ai cette image de Mickey le magicien qui joue l'apprenti sorcier et qui met le feu, qui inonde la cave jusqu'à ce que son maître arrive. Et puis mon maître, ça a été à cette époque un initié franc-maçon qui a été 20 ans chez les Rose-Croix de la Morque et qui m'a intronisé chez les Rose-Croix, lui en étant maçon à côté. Donc il t'a fait dépasser le niveau émotionnel pour aller dans le niveau mental, en fait, à commencer à avoir accès à la gnose, à la connaissance à travers l'ésotérisme occidental. Ouais. Et donc il était dans une clairière druidique aussi, donc pendant un an j'ai vécu des rites dans les lieux mégalithiques, donc reliés un peu au préternaturel. Donc c'était intéressant de faire un appel aux forces et de découvrir ces énergies de la nature, mais dans mon aspect de yogi, seul à méditer chez moi comme dans une grotte. Quand je me retirais de tout ça, des initiations qu'il faisait, que je sois chez les Rose-Croix ou chez les Dorides, ou avec mon ami, ce thérapeute qui est devenu mon ami à cette époque, je sentais qu'il y avait quelque chose de non maîtrisé dans tous ces groupes. Et qu'est-ce qui me l'a fait réaliser? C'est dans mon aspect ascétique de yogi. J'ai vu un film qui s'appelle Lumière, un film qui parlait de personnes qui se nourrissent de prana et qui vivent un état de grâce. Et dans cette prise de conscience d'une personne que j'ai rencontrée à la fin du film, qui s'appelle Henri Montfort, en parlant avec lui, j'ai vu que c'était pas qu'intellectuel ce qu'il disait. Et c'est là C'était pas que mental. C'était pas que mental, ouais. D'ailleurs, c'était quelqu'un comme un chaman, mais éveillé aussi à un niveau intellectuel. T'es pas que dans les forces de la nature. Et j'ai voulu comprendre qui c'était cette personne et qu'est-ce qu'il vivait. Donc ça, c'était en 2010-2011. Et en 2014, j'ai fait une expérience comme ça de vivre de prana pendant un mois, après avoir fait 4 ans d'ascèse régulière, soit des jeûnes, à changer mon alimentation, arrêter de fumer du cannabis, du tabac, arrêter de faire la fête avec n'importe qui et voyager pour rencontrer des initiés. Et toutes ces expériences ont fait que j'ai vécu une forme de compréhension dans mon corps physique de ce que j'ai étudié intellectuellement et de ce que j'ai vécu émotionnellement et des pensées qui m'ont traversé en me transformant. Et voilà, donc mon ego, je commençais à voir un peu plus tout le mieux les facettes. Et ça, c'était vers 30 ans. 30 ans. Alors après, ça s'est plus structuré en fait dans ta tête. Tu es passé à l'ésotérisme à travers le yoga. Tu as connu l'ésotérisme occidental, la chimie, tout ça. Après, tu as eu un passage par le soufisme et par l'hindouisme. En réalité, c'est des copier-coller l'un de l'autre, parce que quand on regarde l'ésotérisme islamique et l'ésotérisme indien, c'est des copier-coller l'un de l'autre. L'ésotérisme occidental, il est un petit peu particulier, il y a beaucoup d'influences différentes. Dedans, il y a des choses qui sont aussi un peu bizarres, un peu hétérodoxes, mais ça a été avoir accès à la gnose, par exemple, pour toi, ça a eu un effet, par exemple, à travers la numérologie ou l'astrologie, ça a eu un effet structurant. Donc, ça a changé ta vision de toi, de comment tu t'es positionné par rapport à ça. Ouais. Alors, la numérologie, j'étais attiré vers mes 30 ans. Sauf qu'à cette époque, j'ai eu avec une relation qui était assez particulière, qui m'a fait redescendre dans le fond. Nicolas est hétérosexuel, je tiens. Ouais. Mesdames, d'ailleurs, il est libre. Ouais. La vie est passée. Je suis compliqué. Non. Ouais, non, ça arrive. Je suis très humain et je suis avec ce qui vient. Maintenant, je maîtrise un peu mieux un côté relationnel que j'avais du mal encore il y a quelques mois.
Et cette expérience que j'ai vécue dans la relation que je vivais à cette époque, à 30 ans, m'a fait descendre dans un fond, parce que je vivais avec cette femme et ses enfants, hein, j'étais un beau-père. Je reprenais derrière cette place du beau-père que j'avais eu dans mon enfance. Tu avais subi. Que j'ai subi beaucoup, un côté pervers narcissique hein, qui m'a fait vraiment souffrir avec ma mère à cette époque. Et donc je comprenais les mécanismes d'être un beau-père et aussi d'être un père, parce que j'ai failli être père à cette époque. Et puis il arrivait des accidents lors de la grossesse de la femme avec qui je vivais. Et ce qui fait qu'elle allait mourir sur la table d'opération, il y a eu un avortement, il n'y avait pas le choix. C'était trop dangereux pour ce qui était vécu pour le suite de grossesse. C'était le cas de ma mère aussi, Ouais. ça arrive. Une grossesse extra-utérine, et puis bon, c'était assez particulier. On doit faire un choix, hélas. Ouais, ouais. Et c'était très dur à vivre, hein. C'était quelques mois de dépression, de culpabilité. Donc ça m'a fait vivre l'expérience, ça m'a permis de comprendre ce chemin que les personnes vivent, des fois qui en font même de la magie noire, hein. On a une personne ici sur ce projet qui en a parlé, qui en avait honte. Et puis, Une avorteuse. ouais, ouais. Et puis j'ai vu avec la femme avec qui je vivais que dans sa lignée familiale, il y a des choses pas claires. Et dans ce côté instinctif, ou en tout cas intellectuel de yogi, je pensais que je pouvais vivre dans cette relation à cette époque avec une forme d'équanimité, de stabilité, de pouvoir l'aider. C'est-à-dire ton mental te disait je peux parce que tu avais des référents dans l'hindouisme, mais tes sensations, elles ne te disaient pas forcément la même information. Voilà, il y avait un côté instinctif qui te disait barre-toi. Donc je suis resté dans mon côté sauveur, j'avais des choses à prendre conscience. Donc je me suis sacrifié dans cette relation. Pour apprendre. Pour apprendre, donc je suis descendu un peu dans les enfers. Donc j'ai vu ce que c'était la magie noire, que mon mental pouvait être influencé, que je vivais même des effets dans le monde matériel. Hein. C'est-à-dire que le préternaturel se manifestait. Il y avait des actes de magie noire de sa lignée qui venaient de l'ancestral préternaturel, hein, d'un père cannibale et pédophile, qui faisait des actes et ça se manifestait dans le plan physique. Comme des voitures qui se conduisent toutes seules, des camions qui nous foncent dessus sans conducteur. C'est Pedovski. En fait, quand le couple Pedovski était ici, que ça soit elle avec parce que c'est une juive apostate, avec tout le côté qu'il y a derrière de magie noire. Hein. Les gens qui apostasient, les juifs sont là pour guider l'humanité. Quand ils apostasient, ils sont là pour la perdre. Ce qu'on appelle le nomadisme dévié. Et l'autre, qui est une force de la nature, mais qui est une espèce d'éjaculateur à tous les vents. On a eu des désordres dans les appareils électriques, dans des trucs dans les voitures aussi, les alarmes qui se déclenchent. Voilà. Alors à chaque fois qu'ils s'attaquaient à moi, en fait, ils avaient le choc en retour et c'était eux qui se retrouvaient attaqués. Ouais. Et donc, ce que j'ai vécu au bout de 2 ans et demi avec cette relation, c'était une saturation. Donc j'ai perdu la moitié de ma vitalité au moins, hein, et puis la moitié de mes biens. J'avais accumulé de l'argent, j'avais un appartement, je travaillais dans la marine, mais j'étais dans ce don. Je voulais l'aider, cette personne, jusqu'au bout, qu'elle soit autonome, qu'elle se retire de ses problèmes familiaux et qu'elle s'autonomise et qu'elle développe son propre pouvoir. Et donc cette personne a décidé qu'on se sépare, mais j'ai quand même tenu ma promesse que je lui avais faite, j'avais tout donné à ce moment-là. Une partie, la moitié en tout cas de ce que je vivais et de ce que j'avais. Et c'est comme une forme de passage que j'ai vécu dans ma vie. Et d'ailleurs c'était assez intéressant parce que c'était un lieu où je vivais qui s'appelait à Brest, l'octroi. Donc l'octroi, comme au Moyen-Âge, l'octroi de passage, hein, c'était le lieu périphérique de Brest. J'ai quitté cette relation, j'ai pris un autre appartement et j'ai fait un pèlerinage. Ce pèlerinage était manifesté des lieux de pèlerinage que je voyais dans les vidéos de Patrick Burastenas, un alchimiste contemporain. J'ai voulu vivre de ce qu'il parlait dans sa vidéo, ses lives. Et j'ai vécu des choses extraordinaires, que ce soit au Mont-Saint-Michel, à Rocamadour, au Bugarach, pendant 1 semaine, c'était super. Hein, c'était une forte expérience, voire même jusqu'à un exorcisme que j'ai vécu avec un prêtre à Rocamadour. Quand je suis rentré à Brest, après mon ton amour qui était parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour.
Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. J'attends son retour. Et de cette expérience, en rentrant, cette femme avec qui j'ai vu, qui était en relation d'amitié, hein, je voulais pas quitter. Moi, je gardais chaque fois toutes les relations en contact, même si je ne vivais plus avec, de couple. Quand je lui ai exprimé que déjà que j'ai vécu des choses très fortes, j'ai senti quelque chose qui n'était pas clair, qui émanait, elle avait du mal à partager mon bonheur, comme une forme de jalousie. Et, euh, et puis bon bah je me suis dit tiens je vais faire ce qu'elle voulait pas que je fasse, parce qu'elle n'était pas contente, elle était un peu jalouse. Je vais aller voir quelqu'un qui me fait un soin de tram, pour voir ce que c'est cette expérience de tram dont je voyais dans les lives de Patrick, qu'il expliquait qu'est-ce que ça faisait de vivre une tram. Quand j'ai reçu le soin de tram, j'ai déjà reçu des soins de Reiki avant. Je fais tiens, c'est intéressant, je croyais que c'était plus mécanique que ça dans les livres que je lisais. Ouais. Voilà, Juan Nicolas sur les trams, merci. Ouais. Et quand j'ai vécu ce soin De tram. de tram, voilà, je trouvais que ça ressemblait un peu au Reiki. J'ai reçu 1 ou 2 soins de Reiki, mais différemment, quoi. C'était vécu différemment. Donc j'ai voulu comprendre ce que c'était et je lui ai dit bah c'est où je peux me former, parce que j'avais un peu d'argent, je venais de vendre mon appartement, j'avais les moyens de me payer quelques formations. Et une semaine après, bah, j'étais en formation. J'étais entre Limoges et Poitiers, et une super formation pendant 4 jours. Et quand j'arrive là-bas, bah, je rencontre une femme qui m'a fait sortir de ma relation passée, d'une de cœur que je vivais. Nicolas, il rencontre une poule à l'hôpital psychiatrique, une poule en sortant du jeu, une poule en rentrant en stage. Il y a une chanson comme ça. Waouh, une fille me sourit et mon cœur oublie tout en fait. Ouais. Un peu ça. Et c'est devenu bah, la mère de ma fille. Voilà. Et donc j'étais à un stage en fait d'apprentissage de l'ésotérisme et de la théurgie, puisque la trame s'est tirée des enseignements hébraïques. Donc l'apprentissage de la Kabbale, l'apprentissage du magnétisme d'une façon hermétique, avec la symbolique derrière, et d'emmener les personnes dans un travail d'alchimisation de leur mémoire pour transformer le plomb en or. Le plomb Donc de la là, on conscience. travaille sur la vitalité du corps, en réalité, physique du corps, avec des interférences au niveau préternaturel, mais au lieu d'utiliser de l'ancestral, on va soigner l'ancestral avec les lettres hébraïques notamment. Voilà. Ok, super. Lettres hébraïques et la compréhension des structures kabbalistiques. Bah, si vous êtes intéressé, vous savez qui. Voilà, si vous voulez descendre dans le préternaturel, nettoyer l'ancestral qui pourrait vous incommoder, bah, Nicolas, il a une technique qui est basée sur la Kabbale qui s'appelle le soin de trame qu'on utilise ici, en règle générale, parce que souvent on vous fait faire des constellations familiales, mais les constellations familiales, elles donnent les informations, mais elles ne donnent pas le traitement. Voilà. Le traitement. Elles oublient le traitement. C'est comme la psychanalyse freudienne où on sort la fosse septique dans la piscine et la poubelle sur la table de la cuisine, mais on ne dit plus pas comment il faut ranger. Voilà. Là, on le fait avec le soin de trame, justement, on va aller neutraliser l'ancestral. C'est-à-dire qu'on verrouille le côté. Ça se verrouille petit à petit. C'est un soin par mois, sur 3 mois minimum. Ça fait un travail de verrouillage sur la matrice du bas, des mondes infernaux, des influences du préternaturel et de l'ancestral. On ferme les portes. Et puis on va travailler le corps spirituel dans l'arbre de vie, qui part dans le haut divin. On part du corps, Malkuth, le royaume, et puis on va aller jusqu'au divin, Voilà. jusqu'à Keter, la couronne. Keter, la couronne. En passant par Tiferet, le soleil. Exactement. Purification de l'ego, voilà. intellectuel. Pour faire descendre le feu spirituel dans le feu matériel et créer une teinture alchimique. Et cette teinture alchimique, les alchimistes, dans leur creuset, quand ils font un régule métallique qui fonde, ils créent une purification dans ce régule, qu'ils appellent, au bout d'un moment, où il se manifeste une lumière métaphysique, mais physiquement perceptible, qui se transforme en un petit cristal dans une grotte, une grotte où il y a une étoile à 5 branches qui rayonne autour de cette grotte, dans le régule métallique. Le régule, c'est une espèce c'est la sphère alchimique, on casse en deux, à l'intérieur il y a l'étoile, et au milieu, normalement, si on a bien travaillé, il y a le petit cristal en question, voilà, avec la lumière verte. Qui s'appelle la pierre philosophale. La pierre philosophale. Voilà. Donc, un soin de trame, c'est le même principe, sauf que c'est œuvré dans le corps.
c'est de faire un nettoyage des impuretés qu'on a dans l'âme. Donc, dans la vie, au général, il peut se manifester des petites mémoires qui vont faire vivre à la personne des petits événements à la mesure de ses capacités de les transformer, qui fait que ça va libérer de la place pour accumuler cette lumière dans le corps et l'agglomérer pour vivre une forme de construction de pierre philosophale en soi, pour être un meilleur réceptacle du divin, de la grâce divine. Ok, bah, très bien Nicolas, merci. Écoutez, Patricia, tu voulais rajouter quelque chose? Là, tout de suite, non. Voilà. À part que j'ai commencé à faire un travail de trame avec Nicolas. Du fait que j'ai été violée, c'est les premières choses qui sont arrivées en premier. Qu'est-ce que vous tramez tous les deux là? avec des grandes douleurs au niveau des ovaires et des reins. Donc, comme Nicolas, j'ai fait aussi de la sophro, j'ai fait 2 ans de sophrologie, parce que ça m'a énormément aidé, et puis après j'ai fait des cours de sophro, dans la sophrologie calécélienne, exactement la même, mais en Nouvelle-Calédonie. Et du coup j'ai fait barater au niveau de mon ventre, c'est-à-dire qu'en fait on inspire de l'air et au niveau du ventre on fait bouger et on fait comme des vagues au niveau du ventre. Et ça aide à décoller des choses qui sont à l'intérieur, comme des miasmes, et puis de les décoller et de les faire sortir avec le souffle en expirant. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des techniques yogiques, ça, de pranayama? Oui, de toute façon, au niveau de la sophro, ça reste de la psychanalyse, les bases sont de la psychanalyse, mais après, le reste, c'est beaucoup d'exercices de respiration et des choses comme ça qui ont été pris justement au niveau de l'Orient. La technique de yoga. Écoutez les amis, merci beaucoup. On vous remercie une fois de plus. Alors si vous voulez venir à Rio de Janeiro, alors vous avez Patricia qui donne des initiations de Reiki, qui fait des soins particuliers au niveau énergétique. Il y a Nicolas qui fait du Reiki aussi, mais qui est un spécialiste des soins de trame. Vous pouvez les contacter. Vous savez qu'on travaille aussi, je vais peut-être me mettre à la caméra, c'est plus sympa, non? Voilà. Voilà, donc vous savez qu'on travaille aussi avec les indigènes Patacho et avec eux et en collaboration avec des pygmées et des bantous du Gabon. On travaille avec ces indigènes Patacho à un processus justement qui travaille à la fois sur le préternaturel en déblayant l'ancestral et en refermant la porte pour pouvoir fortaliser le corps au niveau physique avec une bonne alimentation, des bons exercices physiques, avoir un ensemble ici fonctionnant entre nous où on a des bonnes relations au niveau émotionnel, c'est-à-dire ici c'est un peu le purgatoire, hein, c'est-à-dire que c'est la chanson d'MC Solar, elle bouge de là. C'est-à-dire que si les personnes ne sont pas claires avec elles-mêmes, elles ne peuvent pas rester sur le projet. Par contre, on a des gens qui viennent ponctuellement en thérapie. Alors, c'est des thérapies spirituelles. Au Brésil, il y a des thérapies physiques, il y a des thérapies psychiques, psychologiques, il y a des thérapies spirituelles. Nous, on est dans le cadre légal des thérapies spirituelles, c'est-à-dire des soins spirituels, de l'aide spirituelle. Ce qui n'existe pas en France, hein, puisque le spirituel est interdit en France. Vous ferez classer pour ça, que je vous dirai d'ailleurs donnerai un petit message tout à l'heure à ce projet. On travaille évidemment au niveau physique avec du yoga, on travaille avec l'alimentation, etc. Mais on travaille aussi avec les distorsions mentales, les distorsions élémentales, les distorsions astrales, les distorsions polaires et les distorsions zodiacales sur comment ça se fait qu'on n'a pas bien accès au divin, pourquoi on reste enfermé dans des égos. On essaye justement de retrouver cet accès à la source, cet accès au divin. Alors maintenant, vous avez parlé de vos expériences, moi je parle un petit peu de la mienne aussi, si vous me permettez. De similitude avec ce que vous avez vécu, c'est que j'ai eu un parcours un peu particulier, où j'avais un background bouddhiste. J'étais comme Monsieur Jourdain qui fait la prose sans savoir, voilà. Quand il lui a appris la poésie, les vers qu'il a appris, qui faisait de la prose sans savoir. Mais en fait, j'étais profondément inspiré par la pensée bouddhiste et je faisais des tas de remarques éthiques, comportementales, etc., que mes parents ne comprenaient absolument pas. Donc, par exemple, une fois, mon père fait livrer un énorme tas de cailloux pour faire des travaux.
Et puis c'était des galets avec des quartz, beaucoup de petits quartz blancs. Et puis je regarde très attentivement, puis je prends j'avais 4 ans, 5 ans. Hein. Je prends les galets dans ma main, comme des quartz dans ma main, comme ça, je dis à mon père, tu vois, papa, si tu n'étais pas dans la religion où tu es, tu n'étais pas qui tu es, eh bien tu pourrais devenir extrêmement riche et extrêmement puissant, rien qu'avec ce que tu as dans la main, mais tu ne sais pas les ouvrir et tu ne sais pas t'en servir. Voilà. Alors je ne sais pas d'où ça venait. Voilà. Donc mon père était médusé que ce fils que j'ai. Voilà. Enfin, j'ai eu plein de petites expériences comme ça, un peu bizarres quand j'étais petit, des dons de prémonition, savoir le destin des personnes, savoir à l'instant T où ils étaient, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc ce qu'on appellerait maintenant des capacités psy. Mais moi, ça ne me perturbait pas, ça me semblait tout à fait normal. D'autre part, je viens d'une famille qui est très religieuse, très très religieuse. J'ai Louis II comme ancêtre, le traducteur de la Bible, mais aussi Jules Verne, qui est un auteur de science-fiction, Saint-Yves d'Alvèdre, et puis dans la famille Gallet aussi, la famille Bouygues de la télévision aussi, la famille de Karcher, etc. Donc plutôt des familles où il y a de la spiritualité, où il y a du pouvoir et où il y a de la religion. Et donc par ma grand-mère qui venait d'Algérie, eh bien, il y avait cette influence qui venait de l'islam. Alors il y avait toutes ces influences spirituelles qui étaient autour de moi et je devais me positionner, mais ma colonne vertébrale, elle restait énormément bouddhiste. Alors vers 6 ans, 7 ans, ouais, plutôt 6 ans et demi, j'ai dit à ma mère, bon, les lamas ne viendront pas, ce qui était incompréhensible pour ma mère. Incompréhensible pour mes parents. J'ai dit les lamas, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, je vais devoir apprendre votre religion. Donc j'ai demandé à apprendre le catéchisme et ça me faisait vraiment soupirer d'avoir à apprendre des trucs pareils. Quand je suis arrivé à l'école, par exemple, je me souviens, j'étais au CP, et puis on nous a montré les bases des mathématiques. Alors, et puis les nombres pairs, les nombres impairs, les ensembles, les sous-ensembles, etc. Et puis tous les enfants sortent de l'école pour aller à la récréation. Moi je regarde dans la classe, je regarde le tableau et la maîtresse me regarde, je te sais pas, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a Pascal, ça va? Je lui dis, vous n'avez rien compris en mathématiques. Il y a un pouvoir derrière chaque nombre. Et c'est ce pouvoir que vous devez nous expliquer. Et alors elle a convoqué mes parents. Voilà. Voilà. Donc plein de petits trucs comme ça qui fait que plus j'ai vieilli, plus en fait je me suis désocialisé parce que je me sentais profondément différent des personnes qui étaient dans mon entourage. D'autre part, chez mes parents, je n'avais pas accès à tout. J'avais en priorité accès à l'encyclopédie des religions. Donc c'est assez... Et puis bon, bien sûr, tous les romans de Jules Verne, etc., la littérature classique, bien sûr, j'ai eu accès, mais je n'avais pas accès à la télévision, j'avais peu accès au cinéma, donc il n'y avait pas de jeux vidéo à l'époque, et puis je viens d'une famille nombreuse, donc quand on est dans une famille nombreuse, on n'a pas forcément besoin d'être beaucoup en interaction avec la société. Voilà, une famille d'aristos en plus, alors c'était une famille nombreuse, on était des aristos, mon père avait des bons revenus, donc on était un peu, dans le cadre où on était un peu différent des gens qui étaient autour de moi. Et puis en fait, ça m'a mis énormément en souffrance, et quand j'avais 15 ans, j'avais plus du tout envie de vivre mon existence, donc ça s'est manifesté par un énorme état dépressif. Qui a été très bien parce qu'en fait j'avais bloqué mentalement, je pense, ma croissance. Je faisais 1m50 en troisième à l'âge de 14 ans. Et puis un an après, je faisais 1m75. Voilà, donc j'ai pris 25 cm en un an, c'était extrêmement fatigant. C'est passé aussi par des états dépressifs. Et en 1982, je crois, ouais, 1982. J'ai eu non, 1981, j'ai eu, 82, en 1982, j'ai eu un grave accident de voiture avec mon frère. Et normalement, j'aurais dû être tué parce qu'il a percuté un Portugais, d'ailleurs, qui était à motocyclette. La moto est rentrée dans la voiture, c'est une petite Citroën, Peugeot 104, non, Citroën LN, je crois, LNA, ouais. Et donc, bon, voilà, je suis sorti de la voiture, mais là, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Et puis, j'ai vu défiler toute ma vie dans l'intégralité. J'ai vu ce qui se passerait si je mourrais maintenant. Puis là, il y a eu une très forte présence spirituelle qui m'a dit, voilà, maintenant tu as le choix, ou tu restes dans le brouillard, ou tu travailles pour nous. Tu travailles avec nous. Pour nous, avec nous.
Pour nous et avec nous. Pour nous et avec nous. Donc je En dis général, non. c'est ça. Alors j'ai voilà donc prof. Donc je dis parce que j'avais toujours eu la sensation que d'être sur Terre c'était une punition, que d'être chez des occidentaux modernes c'était être chez les débiles du village et d'être entouré de monstres, de cinglés, de psychopathes et de sadiques. Je vous rassure, ça n'a pas changé. C'est pour ça qu'on a préféré vivre en communauté spirituelle. Je souhaite à personne d'avoir Pedowski, sa femme et la Mumu de Marseille chez vous. Vous avez le bas astral portatif qui débarque. Merci à la personne qui a fait rentrer ces 3 cinglés dans le projet. Enfin, la Mumu de Marseille, c'est moi, j'apprécie depuis longtemps. Voilà. Mais c'est très difficile avec les gens qui sont complètement qui sont des gens bipolaires en réalité, qui sont complètement fermés dans l'ego, qui sont partis dans la magie noire, dans l'ancestral, etc. On est obligé de les amener au bout de leur ancestral pour pouvoir les libérer. Le problème, c'est quand ils s'arrêtent au milieu du chemin. Voilà. Donc, depuis petit, j'avais toujours l'impression que les personnes qui étaient autour de moi, eh bien, elles avaient fait que la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'elles avaient décidé de sortir du continent pour aller sur une île, ou d'une île qui allait être envahie pour aller sur le continent. Et elles s'arrêtaient au milieu de la mer. Voilà. Et je me suis dit, bon, je sais que moi, j'ai pas de problème pour aller de l'autre côté, j'y vais, j'y viens. Qu'est-ce que je peux faire pour les personnes qui sont autour de moi? Donc ça m'a amené à étudier différentes choses, notamment René Guénon, que j'ai connu quand j'avais 14-15 ans, l'astrologie ensuite qui est venue tout de suite, le dictionnaire des symboles que j'ai appris par cœur. Bon, comme j'avais appris déjà les encyclopédies qui traînaient à la maison, donc c'était tout l'univers, Alpha Junior, ensuite c'était l'encyclopédia Universalis. Donc j'étais à peu près incollable sur la plupart des sujets qui m'intéressaient, c'est des sujets qui ne m'intéressaient pas beaucoup. Mais sinon en biologie, en physique, en histoire en général, en géographie, en religion, en littérature, etc. Ça allait. Donc j'avais compris qu'à l'école, d'ailleurs, il fallait mieux avoir 11 ou 12 et faire autre chose à côté qu'apprendre par cœur comme une mule, parce qu'on allait être repéré par le système et que le système allait s'occuper de nous faire notre fête, de nous rendre utiles. Voilà. Moi, je voulais pas être utile au système, je voulais être avec et pour Dieu et pas avec le système. Et ce système satanique est le nôtre dans nos sociétés tyranniques modernes. Et donc, bon, j'ai commencé à étudier. Puis en 1983, j'ai rencontré les Reiki parce que j'avais une de mes amies de lycée dont la sœur venait d'être réinitiée par Phyllis Furumoto en Suisse. Et donc, de manière très irrégulière d'ailleurs par rapport au canon du Reiki, elle m'a appris le Reiki, elle m'a initié au Reiki. Donc, j'ai pratiqué le Reiki pendant des années. Et puis, j'étais dans un environnement qui était plutôt chrétien. Je fréquentais aussi des monastères bouddhistes. Je suis allé plusieurs fois des présences du Dalai Lama, j'ai même pu converser avec lui. J'ai rencontré pas mal de lamas qui étaient intéressants, comme le fils adoptif de Kalu Rinpoche, Lama Sonam. J'ai rencontré Lama Tenzang, Lama Karta, le Karmapa, le Dalai Lama, je viens de le dire. Donc pas mal de lamas, des grands comme des petits lamas. D'ailleurs, généralement, c'est plus intéressant de voir des petits lamas qui travaillent dans leur coin, qui peignent et qui méditent parce qu'eux, ils ont réalisé. Les grands lamas médiatiques, généralement, ils sont là pour faire du battage commercial. Et donc, à un moment, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le Siddha Yoga, comme toi. Et puis, pour moi, ça a été vraiment un festival, le Siddha Yoga, parce que ça a été, comme toi, l'éveil de Kundalini, etc. Alors, ce qui est très, très curieux pour moi, c'est que l'éveil de... Enfin, donc, Shidela Sananda a envoyé un sannyasine chez moi pour me transmettre l'initiation. Ah oui, quand même. Shaktipat, ouais. Ah oui. Donc, la personne est venue vivre chez moi pendant quelques semaines. Et donc, elle m'a transmis Shaktipat de la part du maître spirituel. Alors, il faut savoir que j'ai de la chance d'être ce maître spirituel parce que je rencontrais un peu des difficultés dans ma vie, à l'université, etc. Parce que je vivais mal ma vie spirituelle et la vie sociale. Et dans la vie sociale, on ne peut pas parler de sa vie spirituelle, surtout en France, parce qu'on est catalogué secte. Je vais en venir à l'histoire que je voulais vous raconter.
Et bon, je bossais au CNRS à l'époque, c'était un peu difficile dans le milieu où j'étais. Et puis bon, j'ai d'abord travaillé dans la banque, figurez-vous. Ensuite, j'ai travaillé pour le lobby militaro-industriel au CNRS et j'ai fini à travailler pour Big Pharma dans une caisse de sécurité sociale, ensuite dans une clinique privée. Donc j'ai connu nos trois ennemis redoutables bien dans le détail et comment ils fonctionnent. Et j'avais compris qu'en réalité, il fallait faire mon système immunitaire. Donc je les ai provoqués au maximum jusqu'à ce qu'ils se débarrassent de moi, les trois. La banque s'est débarrassée de moi. Le lobby militaro-industriel s'est débarrassé de moi à coup de pied dans le cul. Et Big Pharma s'est débarrassé de moi à coup de pied dans le cul. Donc c'était parfait. J'avais fait mon stage chez Satan. Satan la bite. Et c'est normal, il faut le laisser Lucifer. Et donc, du coup, ça a donné, à l'âge de 28 ans, j'ai pris la décision d'enseigner le Reiki, d'enseigner la médecine ayurvédique et de continuer mes propres recherches dans le bouddhisme et trouver ma propre voie dans le bouddhisme. Le fait est, c'est qu'à un moment, le bouddhisme tibétain a pris complètement le dessus sur tout, notamment quand j'étais à Luxembourg. Mais après, dans les 4 ans que j'ai passé en prison, qui était une vraie retraite spirituelle, j'ai compris qu'il fallait peut-être synthétiser tout ça et présenter les choses de façon simple, avec une carte. Parce que le problème quand on rentre dans une tradition spirituelle, c'est qu'il n'y a personne pour nous dire le chemin de la tradition spirituelle. Il n'y a personne qui a une vie d'ensemble. Et comme par exemple un panneau comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de vous le produire. Parce que la plupart des gens, ils sont dans l'expérimentation, ils sont dans une voie spirituelle, mais par exemple, dans l'hindouisme, par exemple, dans la voie du Siddha Yoga, le shivaïsme du Cachemire, il y a deux textes qui sont très importants, c'est le Yoga Sutra de Patanjali, et puis Shankaracharya, et l'Advaita Vedanta. Généralement, les gens qui sont dans cette voie, ils n'ont pas étudié. Voilà. Donc moi, j'ai étudié. Et puis j'avais envie de présenter ça. Je me souviens toujours que dans ma tradition philosophique, on disait une chose vraie peut être expliquée simplement. Donc quand c'est vrai, c'est toujours simple à expliquer. Quand ça devient compliqué, c'est que c'est rempli de mensonges ou que c'est pas clair dans votre tête. Donc l'idée, après, en arrivant ici, c'était de ne pas repartir sur une organisation religieuse comme à Luxembourg, orienté sur le bouddhisme tibétain, mais d'avoir une approche plus œcuménique, c'est-à-dire à cheval sur toutes les traditions spirituelles, en gardant comme colonne vertébrale René Guénon. Et moi, j'avais pas envie de faire de choix entre l'islam, où j'avais reçu des initiations, le judaïsme, où j'avais reçu des initiations, le christianisme, notamment des initiations dans la chevalerie, etc., et le bouddhisme et l'hindouisme. Donc, j'avais pas envie de faire de choix. Je pensais que tout était possible. Après tout, quand je suis dans une synagogue, je vais me comporter, je peux penser comme un musulman. Quand je suis dans une synagogue comme un juif, dans une mosquée comme un musulman, dans une église comme un chrétien, dans un temple taoïste comme un taoïste, dans un temple bouddhiste comme un bouddhiste. Voilà. Tu fais tant caméléon, quoi. Ben ouais, à Rome comme les Romains. Alors, il y a des gens qui pensent que je suis hypocrite, que je ne suis pas dans une voie en particulier, je suis hypocrite. Mais c'est comme dire à quelqu'un qui parle que français, s'il sait parler anglais, chinois, allemand, etc., ce qui est mon cas, qu'il est hypocrite. Non, juste je sais parler d'autres langues. T'adaptes. Voilà, je sais parler d'autres langues et dans le contexte où je suis. Donc c'est ce que j'ai eu envie de transmettre, c'est de vous transmettre une certaine familiarité avec les traditions spirituelles. Voilà, maintenant j'ai assez parlé de moi, j'aime pas ça. Donc je vais vous raconter une petite histoire qui vient de nous arriver. Donc on a un ami qui fait une connaissance plutôt très sympa, qui m'a envoyé un très très gentil message il y a presque 2 ans maintenant, au début d'une des chaînes, et qui a fait un travail de trame avec Nicolas. J'ai fait son thème astral, il a suivi toutes les vidéos, et puis il s'est découvert lui-même qui il était. Et puis, quand il a compris qui il était, j'ai laissé passer le temps avec les trames. Puis finalement, il a attendu 7-8 mois. Je suis octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Je suis attendu 8 mois. Pas pourquoi je vous fais attendre, quelquefois en astrologie, parce que je ne me sens pas prêt.
eh bien, je lui ai livré son thème, et puis son thème a confirmé tout le travail qu'on avait fait avant, etc. Mais je pensais que c'était trop tôt de lui donner son thème avant, ce qu'il a d'ailleurs dit lui-même. Donc je lui envoie une grosse bise. Il se reconnaîtra. Et donc il a décidé un jour, je lui ai dit, bon, il faut que tu sois très discret. C'est quelqu'un qui a émis le souhait de venir nous visiter au Brésil, éventuellement de s'y installer. Et donc je lui dis, il faut que tu sois très discret parce que ça va générer une vague dans ton ancestral qui sera terrible, notamment avec ta mère, ta sœur et potentiellement ton père derrière, parce que le problème c'est ta mère, ta sœur et ton père. Voilà, donc un truc familial. Et puis finalement, il a décidé d'affronter tout le monde, c'est-à-dire qu'il a chopé la famille, il a dit voilà, ben, je suis homosexuel, c'est comme ça, et puis j'ai décidé d'arrêter mon travail et j'ai essayé de partir m'installer au Brésil. Et donc, catastrophe à la maison, tout le monde s'est mis à pleurer. La sœur a appelé la cellule anti-secte pour demander et dénoncer Tréfinguy et demander qu'est-ce que c'était. Et puis, sa mère s'est installée chez lui. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, mon chéri, tu es dans une secte, mais maman va te soigner. Tu n'es pas homosexuel. Tu n'iras pas au Brésil. Maman te soignera. Voilà. Voilà. Voilà, donc elle n'est pas encore lui mettre c'est comme la pharmacienne qui mettait des médicaments dans le café parce qu'elle en est marre de se faire baiser par la bête humaine insatiable quand il rentrait. Et bien là, on n'en est pas encore à mettre des cachetons dans le café, encore qu'elle nous l'a fait ici, elle a cachetonné tout le monde. Je venais prendre le petit déjeuner ici le matin avec ma tante, elle me droguait le café. Donc moi, j'avais du mal sur le moment, j'avais un peu du mal à me concentrer quand même. J'arrivais à me concentrer tous les 2 jours, on passait 20 minutes pour regarder les dossiers. Et puis mon associé Jocelyne qui était ici buvait le même café, elle allait se recoucher jusqu'à 4 heures l'après-midi. Et puis ce cirque a duré pendant un certain temps, juste le temps qu'ils volent l'argent qu'ils voulaient voler ici et qu'ils fassent ce qu'ils avaient envie de faire et puis monter tout ce qu'ils ont monté. Parce que, bon, on en apprend chaque jour de nouvelles de ce ménage à trois de graves psychopathes bipolaires, enfermés dans leur ego et le préterne naturel et l'ancestral. Ils en sortiront un jour, on leur souhaite vraiment de prendre les mesures de ce qu'ils ont fait, de qui ils sont surtout, de se connaître, de sortir de ça, avant que ça leur tombe dessus, parce que ça va leur tomber dessus d'une manière qu'ils n'imaginent pas. Donc, il y a un travail à faire. Alors, ce travail, il n'est pas toujours très agréable. Généralement, dans toutes les traditions spirituelles, ne vous attendez pas à rentrer dans un groupe où oh, on va bien manger, on va faire de la gymnastique, on va bien manger, on va entendre des jolis mantras et tout se passera bien. Et les jours où ça va pas, je mettrai en rouge la life machine. Ça, c'est pas de la spiritualité. Ça, c'est du zombie, de la zombification. La spiritualité, c'est on doit descendre dans le préternaturel. On doit faire sa descente aux enfers, les lits noirs de l'âme, de la mystique, parce qu'on doit affronter notre ego. Et une fois qu'on a affronté notre ego, avec son instinct de survie, avec ses sensations, avec son attachement au corps, on le garde. Mais on va le rendre meilleur. L'ego, quand une personne me dit j'ai plus d'ego, ça me fait bien rire. Je dis t'as plus d'ego, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il a tellement absorbé tout ton être qu'il n'y a plus du tout de toi, il n'y a plus que de l'ego. Donc tu dis il n'y a plus d'ego parce que l'ego a tout absorbé. Donc après il y a un travail à faire de réappropriation du corps, de réappropriation des émotions, de réappropriation des pensées, ensuite d'étude de la gnose et de relation avec le divin. Voilà. Ça se fait pour certaines personnes, ça se fait sur toute une vie. Sur certaines personnes, ça se fait sur quelques jours. Pourquoi ? J'avais un livre il y a quelques années, je ne sais pas si je l'avais donné en Calédonie, qui était le livre de Swami, comment il s'appelle ce grand professeur de yoga Avec Swami ? Non, un grand prof de yoga, une grande méthode de yoga, enfin je ne sais plus. Il avait un livre qui s'appelait Expérience de méditation. Et alors il y a tout ce que vous pouvez vivre au niveau psychique subtil, donc les modifications au niveau subtil, les mouvements spontanés, comme vous faisiez la Gogolska,
eh bien, tout est expliqué dans le livre. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez expérimenter comme manifestation au niveau subtil, au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, c'est écrit dans ce livre qui s'appelle Expérience de méditation. Voilà. J'avais d'ailleurs donc il y a une édition qui est chez Albin Michel que vous pourrez retrouver, j'essaierai de la retrouver dans la vidéo. Mais moi j'avais le manuscrit original en anglais de ce maître de yoga qui était distribué à ses étudiants les plus proches. Voilà. Et alors figurez-vous qu'à un moment j'ai eu une petite dispute dans un groupe de francs-maçons où j'étais, et puis le mari d'une de mes étudiantes m'a piqué le livre, est allé me dénoncer à la police, a donné le livre en disant que j'étais un gourou qui faisait de la manipulation mentale, évidemment, qui faisait le gourou et le manipulateur mental, c'était lui, mais la version accusatoire, ça va toujours bon ton chez les personnes qui sont enfermées dans l'ego. En réalité, l'ego, il va tout percevoir en sens inverse. C'est-à-dire pour notre ami, sa mère qui est complètement enfermée dans l'ego, sa sœur qui est complètement enfermée dans l'ego. Donc, je lui ai posé la question, demande à ta mère et à ta sœur qu'est-ce qu'elles attendent de toi. Alors la sœur, très certainement, va répondre, j'attends que tu sois hétérosexuel et que tu aies des enfants. Et la mère va dire, je veux que tu gardes ton emploi chez Leclerc, etc. Voilà. Donc tu vas rester un égo enfermé dans ta vie médiocre sociale, pas forcément médiocre, mais dans ta vie sociale, tu vas être un égo parce qu'on exige que tu restes comme ça, que tu ne naisses jamais spirituellement parce que nous, on n'est jamais nés. Souvent les familles qui. Parce que nous, ça ne nous intéresse pas, quoi. Ou les familles, elles vivent ça. Elles nous enferment dans l'ancestral. Complètement. Voilà. Bon, on les laisse. Alors, on vous laisse dans votre ancestral. On vous souhaite d'en sortir. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes là, et si vous êtes toujours là au bout d'une heure et demie, c'est que vous en êtes déjà pas mal sortis. Essayez de vous sortir maintenant de la vidéo, puis on vous dit à très bientôt. Ciao. 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 Namaste. Namaste. Sisadat Mane. Om Shanti Shanti Shanti. Sadhguru Nath Maharaj Ki Jai. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter.